Votre traîtresse préférée vient de gagner. Les chats, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire, alors j'allais dire un débrief très rapide de ma participation à l'émission Les Traîtres sur M6. Pas du tout, vous connaissez mon débit de parole. Je pense qu'on est parti pour un monologue d'à peu près 1 heure. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser toutes vos questions concernant les in et les off de cette émission. Et vous avez été tellement nombreux à avoir plein de questions diverses et variées que j'ai essayé de répertorier un petit peu tout ça dans différentes catégories. Normalement, au cours de cette vidéo, vous aurez quelques surprises évidemment. Et puis j'ai envie de vous dire, c'est parti. Juste avant de commencer cette fameuse FAQ et de répondre à toutes vos questions, même les plus curieuses, je vais vous faire quand même un bref rappel de ce qu'est l'émission Les Traîtres. En fait, c'est vraiment basé sur un jeu de société ou sur un jeu, je crois, en ligne que vous connaissez tous. Donc on pourrait parler du loup-garou pour le jeu de société, on pourrait parler de Among Us, de ce que j'ai compris pour le jeu audiovisuel ou portable ou ordinateur. Je sais pas trop sur quoi on y joue. En gros, l'idée, vous avez des traîtres d'un côté qui sont en sous-effectif d'un point de vue numérique, qui sont là pour éliminer au fur et à mesure les loyaux. Et donc les loyaux, c'est en fait les joueurs qui ont le bon rôle entre guillemets, parce que vous le verrez, je vous l'expliquerai, mais je pense que c'est quand même un petit peu plus facile d'être loyal, et qui sont là pour démasquer les traîtres. Donc évidemment les traîtres entre eux, comme ils sont simplement 2, 3, allez 4 maximum, savent qui ils sont, versus les loyaux ne se connaissent pas et sont censés démasquer qui d'entre eux sont des loyaux ou pas. Et pour, on va dire, corser un petit peu le jeu, et surtout pour pouvoir récolter de l'argent pour les associations qu'on défendait, parce que oui, on a joué à ce jeu pour défendre des associations et leur ramener de l'argent, et bien on avait des épreuves tous les jours. Ces épreuves en fait nous permettaient de récolter des lingots qui représentaient une certaine somme d'argent qui allait ensuite être remportée par le vainqueur final. C'est-à-dire que tout au long de l'émission en fait on se battait les uns contre les autres, et en même temps on avait des moments de répit où on jouait en fait quelque part ensemble, parce que le but c'est qu'à la fin la personne qui gagne ramène une belle somme d'argent pour son association. Donc finalement il y a quand même beaucoup de moments, notamment les parties de jeu, où en fait on forme plus qu'un entre guillemets et on joue ensemble, et notre but à ce moment-là, qu'on soit traître ou qu'on soit loyal, c'est de gagner des sous et de permettre à l'association qui remportera le jeu via le candidat de repartir avec pas mal de fonds. Avant toute chose, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui, parmi vous, m'ont posé la question la plus importante de cette FAQ, à savoir, est-ce que je peux vous en dire plus sur l'association que je défendais au sein de l'émission Les Traîtres. Je vous remercie sincèrement d'avoir posé cette question, dans le sens où je sais que bon nombre d'entre vous, et on était assez d'accord là-dessus, les candidats, ont jugé que les associations n'étaient pas forcément assez mises en avant au moment de la diffusion. C'est vrai qu'on aurait aimé qu'il y ait un petit peu plus souvent des bandeaux rappels avec le nom de nos associations, qu'on puisse en parler peut-être un petit peu plus. Alors c'est vrai que moi j'ai eu la chance de le faire plus que les autres candidats, puisque j'ai remporté l'émission. Du coup j'ai pu parler un petit peu plus de mon association. J'en ai parlé également dans l'épisode qui a suivi la diffusion des épisodes finaux, à savoir La Réunion. Ça fait très Friends La Réunion dit comme ça, mais là c'était Les Traîtres La Réunion. Et du coup j'ai pu vous parler un petit peu plus de mon asso. L'association que j'ai choisi de défendre dans cette émission n'est autre que les Amis du Bercail. C'est une association que j'ai rencontrée il y a 2 ans, au cours d'un autre tournage télé d'ailleurs. Association qui m'a énormément touchée, avec laquelle je m'entends très bien depuis. Cette association, elle a été fondée par une femme qui s'appelle Ingrid, qui a fondé cette association à Chartres, donc dans le 28. Et le but de cette association, c'est de défendre les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Donc comment est-ce que cette association fonctionne? Eh bien en fait, les femmes qui gèrent cette association essayent de mettre en place et de construire des foyers, des maisons d'accueil en fait pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales, pour pouvoir leur permettre d'échapper à leur bourreau, d'être en sécurité, parce que comme je dis toujours, c'est très facile de dire à une femme qui est victime de violences conjugales, écoute, si ça se passe pas bien à la maison, si tu subis des violences, il faut que tu partes, il faut que tu prennes tes enfants, que tu fuis, que tu t'en ailles. Mais malheureusement, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, beaucoup plus que ce qu'on pense, qui n'ont nulle part où aller en fait, tout simplement, qui sont démunies, qui ne savent pas quoi faire, qui ont peur de fuir, qui va prendre soin d'elles, qui va les sortir de là. Et en fait, l'idée de cette association, c'est vraiment de permettre à ces femmes d'avoir un nouveau chez elles, où elles sont en sécurité, où elles sont protégées, et surtout où on les accueille avec leurs enfants jusqu'à l'âge de 15 ans, ce qui est quelque chose de très chouette. Ça leur permet de ne pas être séparés de leurs enfants, ça leur permet également de se reconstruire, de pouvoir partager des moments avec des femmes qui ont vécu des choses semblables à ce qu'elles ont connu, et ça leur permet surtout de prendre conscience qu'elles méritent beaucoup mieux que ce qu'elles ont traversé, qu'elles ne sont en rien responsables de ce qui leur arrive. C'est une association qui, moi, m'a particulièrement touchée, et quand on m'a proposé de participer à l'émission Les Traîtres, j'ai absolument pas hésité. De suite, je me suis dit, c'est pour elle en fait que j'ai envie de me battre, c'est pour elle que j'ai envie de jouer, et s'il y a bien une chose qui m'a vraiment tenue tout au long de l'émission, c'est le fait de penser à elle, le fait de penser que j'avais qu'une envie en fait, c'était de leur ramener des sous, parce que grâce à cet argent, je sais qu'elles pourront faire encore plein de belles choses pour leur association, peut-être développer d'autres maisons pour accueillir encore plus de femmes et leur permettre de se reconstruire. Et voilà, et en fait, je suis tellement contente de pouvoir leur annoncer que j'ai gagné, que je leur ramène une belle somme d'argent. C'est fierté plus, et franchement, je regrette pas
de m'être battue corps et âme pour elle. C'est vraiment la seule chose que j'avais dans la tête tout au long de l'émission pour aller au bout. Et voilà, ça me tenait à cœur de vous en parler dès le début de la vidéo parce qu'effectivement, je pense que c'est important de rappeler pourquoi on se bat. On n'est pas dans une émission de télé où on gagne pour gagner, où on gagne pour ramener de l'argent pour nous-mêmes. On est là vraiment pour jouer pour des assos qui nous tiennent à cœur, pour lesquels on a envie de se battre en fait, quel que soit le candidat. On avait tous des assos différentes et je pense qu'on était vraiment tous prêts à jouer la partie au maximum pour pouvoir faire gagner notre asso. Maintenant, rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet. J'ai très envie de parler d'une question qui est beaucoup revenue, qui je sais a fait beaucoup parler sur un petit peu tous les réseaux et qui fait beaucoup parler en fait depuis le début de l'émission, c'est est-ce que ce genre d'émission est scénarisé? Alors je vais pas vous faire une réponse globale par rapport à toutes les émissions de télé parce que je n'ai pas les clés en main, je n'ai participé à aucune autre émission de ce type-là. Je vais vraiment vous parler de mon expérience au sein de l'émission Les Traîtres. Si parfois je regarde sur le côté les gars, ne vous inquiétez pas, c'est parce que j'ai ma trame avec mes questions pour que ça ait un petit peu un ordre logique. Histoire d'arrêter de suite toute rumeur et je pense que les autres joueurs pourront appuyer mon propos. Non, l'émission n'est absolument pas truquée, l'émission n'est absolument pas scénarisée. Il n'y a pas un seul moment du jeu qui a été monté, qui a été faké, qui a été prévu à l'avance. Tout n'est que réalité, n'est que fidélité à ce qui s'est réellement passé dans l'émission. Mais je pense que ce qui peut faire penser ça en fait, et parce que nous-mêmes parfois on s'est dit mince on comprend pas, c'est le montage. En fait, faut bien vous rendre compte qu'on jouait des heures et des heures par jour et vous à la fin, vous avez 2 jours de tournage qui sont résumés en 2 heures d'émission. Donc forcément, ça demande de faire beaucoup de cuts, ça demande de faire des choix aussi pour la production, de choisir quels sont les moments qui leur paraissent les plus opportuns à montrer à l'écran, que ce soit par rapport aux émotions qui transparaissent ou par rapport aux stratégies qui sont mises en place. Donc en fait, faut bien comprendre que pendant une journée, il se passe plein de choses. Il y a plein de stratégies qui sont mises en place, il y a plein d'hypothèses, il y a plein de moments de jeu tous plus déroutants les uns que les autres, mais après, pour que vous, en tant que téléspectateur, vous puissiez vraiment comprendre ce qui s'est passé, la prod est obligée de faire des choix. Même nous, en tant que joueurs, il y a des moments où on s'est dit mince, ce truc-là que j'avais dit, c'était un truc que je trouvais important, c'était quelque chose qui, moi, me paraissait faire avancer le jeu et ça n'a pas été mis au montage. Beaucoup se demandent pourquoi est-ce que les loyaux n'ont jamais douté de moi. Eh bien, tout simplement parce qu'au moment de la table ronde où Guillaume sort, Guillaume m'accuse au même moment qu'il accuse Andy. Et donc, Andy, à partir de là, qui a été la meilleure loyale, je pense, du jeu d'un point de vue stratégie, se dit ok, si Guillaume, il m'accuse moi et qu'il accuse Juju, sachant que je suis loyale, c'est forcément que Juju est loyal aussi parce que du coup, si Guillaume reste, et ben son but, c'est après m'avoir fait sauter, faire sauter Juju. Donc en fait, Andy l'interprète comme ça, ce qui fait que ça éloigne encore plus les soupçons. Donc il y a des choses en fait comme ça qui font penser que pareil, je sais que beaucoup se sont demandé mais mince, pourquoi est-ce que d'un coup tout le monde a des doutes sur Charlotte? Tout le monde n'a pas des doutes sur Charlotte d'un coup la veille de la finale. En fait, Vincent Dezania, qui a été un bon joueur sur les stratégies qu'il avait dans la tête et sur sa façon de démasquer, mais qui malheureusement ne partageait pas suffisamment ses doutes avec les autres loyaux, c'est ce qui a d'ailleurs je pense causé sa perte dans l'émission, et bien depuis quasiment le début du jeu, il ciblait souvent Charlotte, il votait souvent Charlotte, il avait beaucoup Charlotte en tête et du coup il en parlait un petit peu. Et puis petit à petit d'autres joueurs se sont mis à avoir Charlotte en tête, etc. Et du coup c'est vrai que vous, ça vous paraît au montage comme sorti de nulle part en mode bah tiens Charlotte annonce qu'elle ne veut plus jouer, que c'est trop dur pour elle, qu'elle sait pas si elle va rester. Du coup la prod fait en sorte de mettre les doutes sur elle pour qu'elle sorte. En fait pas du tout. Les doutes étaient là depuis un bon moment, ont été évidemment accentués par les messages de tous les bannis qui du coup avaient des doutes sur Charlotte. Et finalement ben tout le monde finit par se dire ok c'est sûr Charlotte est traître et donc il n'y a pas de solution pour aller à l'encontre du vote contre Charlotte. Mais c'est pas du tout quelque chose qui a été scénarisé, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Simplement on vous a pas assez montré à l'écran que les doutes sur Charlotte étaient très intenses et on vous a fait un petit peu croire qu'il y avait autant de doutes sur Charlotte que sur Nathalie, ce qui était pas nécessairement le cas. C'est pour ça que j'essaye d'insister sur le fait que le montage peut vous emmener vraiment sur plein d'interprétations différentes du jeu et ça nous a même emmené nous-mêmes sur des interprétations qu'on n'avait même pas au moment où on a tourné l'émission, donc c'est pour vous dire. Et c'est pour ça en fait que je comprends qu'on puisse se dire mince ça a été scénarisé, tout comme à la fin le vote contre Norbert où tout le monde se dit mais c'est sûr c'est scénarisé parce qu'ils auraient pu gagner à 2 et c'était exprès pour avoir une scène finale d'apothéose, etc. Et en fait non pas du tout, j'y reviendrai. Le vote pour Norbert a été quelque chose d'assez... On en parle après parce que vraiment il y a pas mal de choses à dire. Donc on y revient juste après, mais c'est pour insister vraiment sur le fait que non, rien n'a jamais été scénarisé. Et j'espère d'ailleurs que c'est comme ça que l'émission continuera parce que je pense que c'est ce qui fait son authenticité, c'est ce qui fait qu'on a adoré y participer. Beaucoup de questions sont revenues sur comment se passent les off. Comment se passent les off? Est-ce que vous avez des temps de pause? Est-ce que vous êtes filmé tout le temps? Est-ce que vous arrivez à parler d'autres choses pendant les off, à savoir quand vous n'êtes pas filmé? Est-ce qu'après les tables rondes, vous allez chacun dans vos chambres? Est-ce que vous mangez ensemble le soir avant de dormir? Est-ce que les joueurs qui sont
sont éliminés, vous avez la chance de les voir avant qu'ils s'en aillent. Est-ce qu'ils s'en vont définitivement? Pareil pour les bannis, enfin pas mal de questions là-dessus. Les off, en fait, ce qu'on appelle les off, c'est les moments où on est hors caméra, qu'on n'est pas filmé et qu'on est censé arrêter de jouer. Vraiment, quand je dis arrêter, on ne doit plus jouer. Pourquoi est-ce que c'est important de ne pas jouer quand on est en off? Simplement parce que sinon, pour la compréhension du jeu, vous allez être perdu. C'est-à-dire que, imaginons, en off, je fais une boulette qui me met dans la merde, qui fait qu'un loyal découvre finalement que je suis traître. Eh bien, vous n'avez pas cette info parce qu'elle n'a pas été filmée, ce qui fait qu'après on se retrouve en caméra, quelqu'un va m'accuser et va donner des explications qui n'ont pas de sens parce qu'elles n'ont pas été filmées, donc elles n'ont pas de sens pour vous, et du coup personne comprend. Et du coup le téléspectateur ne passe pas un bon moment, ne vit pas une bonne émission. Donc ça c'est quelque chose pour la production qui est très dur à gérer, qui est très compliqué parce que les joueurs, quand on est pris dans la partie, c'est affolant à quel point on est incapable d'arrêter de jouer. On ne fait que jouer, que jouer, que jouer, que jouer tout le temps, même pendant les offs, ce qui fait qu'en fait on a des nounous à qui je fais des énormes bisous parce que les nounous, on les appelle comme ça, qu'on a eu pendant le jeu, étaient des amours et en fait elles sont là, ils sont là pour nous surveiller, pour faire en sorte qu'on ne triche pas, qu'on arrête de jouer quand c'est les offs et dès qu'ils nous entendent parler du jeu, et ben il faut arrêter. Et du coup il y avait une chanson qu'ils avaient créée, c'était on ne parle pas du jeu, on ne parle pas de stratégie. Et en fait ils passaient leur temps à nous répéter ça et c'était la meilleure façon pour essayer de nous empêcher de jouer. Maintenant je vais pas vous cacher que des offs, il y en a eu beaucoup évidemment, tout le monde essaye de faire du off. Je vais pas vous cacher que moi en tant que traître, c'était des moments que j'appréhendais énormément parce que je me disais s'il y a la moindre boulette qui sort à ce moment-là et surtout avec l'avancée de l'émission et la fatigue qui s'accumule, bah je peux être foutu à tout moment. Donc je passais mon temps à essayer de ne pas faire de off mais de suivre les offs des autres pour être sûr que rien ne sorte et qu'il n'y ait pas de boulette. Et là je vais faire un énorme bisou à Vincent Dezania. Vincent Dezania a été pour moi une très belle rencontre de l'émission parce que c'est le joueur qui arrivait le mieux à couper. C'est-à-dire que Vincent, quand on n'était pas filmé, arrêtait de jouer. C'était en mode les gars, on est dans un jeu, on est dans une partie, quand on joue, quand on joue pas, on joue pas. Et du coup je passais beaucoup de temps à discuter avec Vincent parce qu'en fait ça me permettait de sortir un petit peu du jeu, de sortir la tête du rôle que j'avais à tenir qui était très compliqué à tenir pour moi. Et en fait c'était ma bouée d'oxygène. Franchement Vincent, si tu tombes sur cette vidéo, si quelqu'un t'envoie cet extrait, je te le dis. Je pense te l'avoir envoyé par message mais je te le redis ici. Tu étais ma bouée d'oxygène parce qu'en fait il ne parlait jamais de jeu, il ne parlait jamais de stratégie quand on n'était pas filmé et ça me permettait de prendre du recul, ça me permettait de souffler, de sortir de mon personnage et juste de parler de choses de la vraie vie. Et en fait c'était mais tellement agréable d'avoir quelqu'un comme lui dans le jeu et en même temps je peux pas en vouloir aux autres joueurs parce que c'est hyper dur de sortir du jeu. Mais ouais, Vincent là-dessus c'était très chouette. Pour ce qui est des tables rondes, quand on sortait des tables rondes, le joueur qui était éliminé et qui annonçait son rôle debout devant tout le monde, quand il est éliminé, il s'en va. Quand je dis qu'il s'en va, c'est définitif. Il part, on ne le revoit pas. On attend que le joueur soit parti pour quitter la tente où se passe la table ronde et donc c'est fini. C'est comme ça que ça se termine. Le joueur est emmené dans une voiture, il part à 30 minutes ou 40 minutes du château dans un appartement où en fait il est éloigné de tout le monde et le lendemain matin le joueur s'en va, retourne chez lui par le moyen de transport qu'on lui prévoit. C'est très compliqué, c'est très difficile à vivre parce qu'en fait tu peux dire au revoir à personne. Thibaut est parti sur une table ronde où je l'ai trahi, on y reviendra, et en fait voir ton chéri se lever, annoncer son rôle que tu connais avec ce que tu sais que tu as dû faire et partir, voilà. Et comme à ce moment-là tu ne sais pas jusqu'où tu vas aller dans le jeu, c'est bisous bibou et j'espère à très vite. Donc ça a été très compliqué. J'ai eu la chance que la prod nous autorise à la sortie de la table ronde à nous retrouver tous les deux. Alors attention parce qu'évidemment on n'avait pas le droit de tricher. Donc on était dans une voiture avec toute une équipe de prod autour de nous, dont Noémie, à qui je fais des énormes bisous, qui est une des grosses gérantes de la prod, qui en fait surveillait qu'on ne triche pas, que Thibaut ne me dise rien, que moi je ne lui avoue surtout pas qui j'étais, parce qu'il faut bien comprendre, je sais que c'est une question qui revient, quand les joueurs sont éliminés, ils n'ont pas le droit de savoir qui est qui dans le jeu. Parce qu'il faut pas se cacher qu'il y a quand même des joueurs qui s'envoient des textos, et s'il y a un joueur qui est éliminé et qui apprend qui sont les traîtres et qui sont les loyaux, et qu'il envoie un message à la sortie du jeu à un des joueurs encore présents dans la partie, ça nique tout le game. Donc en fait, personne des joueurs éliminés ne peut savoir qui est qui dans le jeu et dans les joueurs qui sont encore dans la partie. Ce qui fait que Thibaut ne devait surtout pas savoir qui j'étais, je ne pouvais absolument pas lui dire qui j'étais, et donc au moment où on s'est fait un petit bisou d'adieu très rapide après la table ronde, on a eu genre 1 minute top chrono, c'était juste pour se dire bisous mon cœur, je t'aime, fais ta partie à fond, je suis fière de toi, joue, on verra bien à la fin. En gros, globalement, c'était ça. Et du coup, ça a été quand même un moment très compliqué. Thibaut et moi, on se sépare rarement, voire jamais. Et se séparer dans le jeu a été très compliqué, mais on y reviendra. Ça a été, je pense, aussi quelque chose de très bénéfique pour notre couple. Certains m'ont demandé, est-ce que c'était possible d'utiliser nos téléphones pendant la partie? Alors là, on parle vraiment des choses très techniques du jeu. On reviendra vraiment sur ce qui s'est passé pendant le jeu un peu après dans la vidéo. Les téléphones étaient mis dans des boîtes toute la journée. C'est-à-dire qu'on avait
quelques petits moments dans la journée où on avait le droit d'avoir nos téléphones, genre 5 minutes. À noter que dans le château, ça ne captait pas du tout. Normalement, si vous vous souvenez bien, pendant à peu près 10 jours sur Instagram, j'avais disparu. Je vous avais expliqué que je partais sur un tournage pendant lequel ça allait être compliqué de parler avec vous. Bah en fait, littéralement, ça l'était réellement parce que pas de réseau, parce que téléphone dans une boîte toute la journée. Et c'est pour vous faire comprendre encore à quel point ça aussi, c'est un élément qui t'immerge complètement dans la partie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ton téléphone est dans une boîte presque tout le temps, que du coup, tu ne peux pas parler avec tes proches à l'extérieur, donc ta famille, ton chéri, qu'importe, les gens avec qui tu as envie de discuter hors du jeu, ça t'immerge encore plus dans le jeu parce que du coup, les personnes avec lesquelles tu parles, même si c'est hors caméra, ce sont les joueurs. Donc tu crées des liens avec les joueurs plus vite que tu en aurais créé avec n'importe qui hors d'un jeu parce que tu passes H24 de ton temps avec eux, parce que là, pour le coup, ce qui est cool, tu pousses ton téléphone portable, tu le mets de côté, donc tu réapprends à faire quelque chose qui, dans notre génération, c'est un petit peu perdu, à savoir créer du lien social avec les gens qui t'entourent. Donc en fait, forcément, tout est décuplé, mais genre décuplé fois 1000. Imaginez-vous enfermé dans un château avec les mêmes personnes tout le temps et apprendre à vous connaître en un temps restreint, mais qui finalement, ce temps est très court et en même temps tellement long. Et du coup, tu crées des liens, mais tellement plus forts qu'avec des gens que tu apprends à connaître sur du long terme, que tu vois une fois de temps en temps. Et en fait, ça s'explique pas. Et c'est pour ça, encore une fois, j'insiste là-dessus, ça aussi, ça joue énormément sur les émotions qu'on ressent. Oui, on se connaît que depuis le lundi où on est arrivé, mais tout est tellement décuplé que c'est comme si on se connaissait depuis des années et qu'on avait créé des liens tellement particuliers. Genre, c'est ce qu'on disait, depuis que le jeu s'est terminé, quand on se retrouve avec les joueurs, on est hyper tactile entre nous, on est hyper câlin, on se sent hyper proche. Et en même temps, on a l'impression de pas beaucoup se connaître. C'est très particulier, mais parce que c'est quelque chose qui s'explique pas et qu'on ne retrouve que dans ce genre de configuration en fait. Les téléphones, on les avait finalement que le matin au réveil, le soir au moment du coucher, mais quand tu vas te mettre au lit à 3h du mat, autant te dire que tous tes proches y dorment. Et puis voilà, quand on avait des petits moments de pause de 3 minutes dans la journée, par-ci par-là, globalement, j'ai quasiment passé mon temps hors du téléphone tout du long. Ce qui a été aussi compliqué pour Thibaut parce que du coup, on pouvait très peu parler. Quand il m'appelait, parce que lui essayait de rester éveillé, parfois très mignon, jusqu'à 3h du matin pour essayer de m'appeler en mode est-ce que la journée s'est bien passée, est-ce que tu vas bien. J'arrivais quasiment pas à lui répondre tellement j'étais éclatée, tellement j'en pouvais plus. Enfin, c'était pas évident, mais quelque part, c'était chouette aussi d'être un peu éloigné de nos téléphones. Ça, je vais pas cacher que ça peut avoir aussi des côtés positifs quand même. Question un petit peu logistique. Alors, j'y ai un petit peu répondu déjà, mais sait-on jamais. Donc, comme vous l'avez compris, on ne dormait pas directement sur le château. C'était trop compliqué. On aurait été beaucoup trop vite cramé les traîtres. Et du coup, là, j'en viens à la question qui a été le plus posée. Comment est-ce que nous faisions en tant que traîtres pour nous retrouver au moment des conseils sans que les autres joueurs ne s'en aperçoivent? Alors là, les gars, c'était tout un stratagème. Déjà, première chose, premier jour, on arrive, on apprend qu'on est tous, absolument tous, donc Thibaut et moi y compris, dans des chambres complètement séparées, à l'opposé les unes des autres. Et donc, quand les traîtres ont été extraits de nos chambres, il y avait quelqu'un de la prod qui venait toquer très doucement. On ouvrait la porte, on nous mettait des énormes couvertures sur nous pour être complètement cachés. On rentrait dans des vannes avec des fenêtres teintées, etc. Bon, en plus, c'était en pleine nuit, il était 23h, enfin voilà. On était mis directement dans les voitures, on était chacun dans des camionnettes séparées. Quelques minutes avant ou après, il y avait aussi des loyaux qui étaient extraits pour pouvoir aller, eux, faire des interviews autre part dans le château pour qu'en fait, on puisse pas se dire que tous les soirs, il y a que à quelques endroits que des gens sortent, etc. Toutes les nounous de la prod faisaient du bruit partout dans le lieu où on logeait pour en fait déstabiliser. Elles toquaient aux portes, elles frappaient sur le sol, elles marchaient très fort dans les escaliers, elles faisaient du bruit, elles parlaient, elles criaient, qu'importe en fait, tout simplement pour vraiment semer le doute. Et également, dans les chambres qui étaient vides un peu trop longtemps, à savoir nos chambres à nous les traîtres, il y a des nounous qui venaient et qui allumaient les télés, qui faisaient comme si elles se déplaçaient dans la chambre, etc. pour qu'on ne puisse pas savoir où est-ce qu'il n'y avait pas de bruit. Franchement, tout était hyper bien rodé et c'est ce qui fait en fait qu'à aucun moment les joueurs ont pu se douter de qui était traître ou pas, ont pu deviner parce qu'il y avait pas de bruit ou trop de bruit, etc. Tout a été très bien fait à ce niveau-là. Rien ne pouvait échapper à la prod à ce moment-là. Venons-en au vif du sujet, en tout cas à une partie qui je pense va être celle la plus intéressante pour vous parce que on va commencer à parler de la partie, on va commencer à parler de l'aspect psychologique et là je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc la première question qu'on m'a posée et je vais en regrouper plusieurs dans une thématique, c'est qu'est-ce que ça fait d'être traître? Qu'est-ce qui est le plus dur quand on est traître? Est-ce que d'ailleurs les traîtres avaient été choisis en amont? Est-ce que ça s'est réellement fait au moment où Eric fait les entretiens avec nous et qu'il décide à ce moment-là qui sera traître? Je peux vous l'assurer, ça s'est réellement décidé au moment des entretiens. C'est-à-dire que Eric et la prod ne savaient pas qui allait être traître au moment où on est passé en entretien devant eux. C'est vraiment là que tout s'est joué. Et quand j'en ai discuté avec Eric Antoine à la fin de l'émission, on en a beaucoup parlé notamment il y a quelques jours quand on a regardé la diffusion de l'épisode final ensemble chez Jen. Eric il m'a dit mais en fait on cherchait à avoir un ou une traître pour qui ce serait horrible d'endosser le rôle de traître, qui serait obligé d'aller contre ses principes, contre ses valeurs, contre ce en quoi il ou elle croit, mais qui ont
pense, pourrait avoir les épaules quand même d'aller jusqu'au bout, ou en tout cas de faire de son mieux, et même que ce serait intéressant en fait de voir finalement jusqu'où le jeu peut te pousser en fait dans tes retranchements. Et du coup j'étais un peu la traître hypersensible, et du coup c'est pour ça que le choix en fait d'Eric s'est porté sur moi pour ce qui concerne ce traître là. Et pour la petite anecdote, quand on s'est vu pour la diffusion de la finale, Eric il m'a regardé, il m'a dit: je vais pas te cacher Juju que j'avais vraiment pas du tout parié sur toi, genre en mode, il me dit franchement je pensais que tu nous lâcherais genre dès le début de l'émission, que tu tiendrais pas du tout, que t'allais pas réussir à porter, à endosser le rôle, à porter la cape, à jouer en fait, à jouer comme on peut jouer dans un jeu de trahison, de mensonge. Et du coup j'étais en mode, écoute, pas peu fière de t'avoir prouvé que je pouvais faire le contraire. Eric voyait vraiment Guillaume comme gagnant de l'émission parce que Guillaume était vraiment le traître choisi pour la stratégie, et on en discutait avec Eric, Guillaume était vraiment prêt à tout en fait pour aller au bout du jeu et à gagner vraiment l'émission Les Traîtres. Donc je pense que ça a peut-être pas été facile pour Guillaume d'être éliminé. Je pense qu'il avait un côté stratège qui était peut-être trop voyant d'ailleurs dans le jeu, tout simplement, qui a trop éveillé les soupçons notamment des bons joueurs comme Andy ou comme Kairon, etc. Le plus difficile en tant que traître, il n'y a pas une chose qui est plus difficile, tout est difficile en fait. Si on enlève pour l'instant le côté émotion et qu'on prend simplement le côté stratégie et jeu, parce que je sais que vous êtes beaucoup à dire ce n'est qu'un jeu, faut pas tout mélanger, essayez de sortir un petit peu du jeu et de ne pas mélanger le jeu et la vraie vie. Ok, donc si je vous écoute et comprends que la partie jeu. Ce qui est très dur quand t'es traître, c'est qu'à la différence des loyaux, tu joues deux rôles. Toute la journée, toute l'émission, pendant 10 jours, tu dois tout le temps réfléchir à deux stratégies. T'as une partie de ton cerveau qui réfléchit comme un bon traître, à savoir mettre les bonnes stratégies en place pour être un bon traître, etc., etc., etc. Et t'as une partie de ton cerveau qui doit réfléchir comme un bon loyal. Comment prouver que je suis un bon loyal? Comment réfléchit un loyal? Quelle stratégie un loyal met en place? Parce que du coup, quand tu discutes avec les loyaux, tu dois mettre au point des stratégies de loyal. Mais quand tu es avec les tiens, les traîtres, tu dois continuer à penser à tes stratégies de traître. Donc en fait, littéralement, je pense qu'une espèce de schizophrénie s'installe dans ton cerveau au moment du jeu parce que tu passes ta vie à jouer comme deux personnes différentes et tu dois jouer en tant que deux joueurs. Donc c'est absolument horrible en tant que gymnastique cérébrale. En fait, c'est pas que c'est horrible, mais c'est que quand je vous disais qu'on dort pas, déjà que tu dors pas bien quand t'es loyal, parce que tu réfléchis à tout, mais quand t'es traître, t'as seulement 2 à 4 heures dans la nuit pour savoir comment tu vas jouer deux parties le lendemain. Ta partie de loyal, de faux loyal, et ta partie de traître. C'est une gymnastique cérébrale qui est mais hallucinante. Je ne pensais pas être capable, je sais pas comment vous dire, pas de réfléchir autant parce que là ça fait vraiment la meuf un peu teubée, mais ce que je veux dire, de dissocier autant différentes choses dans mon cerveau pour que tout soit finalement assez clair et que je puisse avancer dans les différentes directions qui me mèneraient à une seule et même arrivée en fait. Ouais, c'est assez déroutant. Maintenant, si on prend la partie émotionnelle, les gars, tout est dur en tant que traître. On ne peut pas être content, je pense, de gagner ce genre d'émission quand on est traître. La première chose qui est hyper dure, imaginez-vous le mot traître. Alors oui, je sais encore une fois, c'est qu'un jeu, mais les différentes choses que je vous ai expliquées juste avant expliquent le pourquoi du comment. Non, ce n'est pas seulement un jeu. Rien que le mot traître, il est horrible. Dans l'histoire, quand on parle des traîtres et des loyaux, on parle pas de choses positives là. On n'est pas en train de parler d'un loup-garou qui est un personnage fantastique ou d'un villageois. On parle d'un traître et d'un loyal. Dans l'histoire, les traîtres n'ont pas du tout la connotation des loups-garous, excusez-moi. Et du coup, tu ne peux pas prendre du recul. Le mot en lui-même à porter est extrêmement difficile. Alors je sais qu'il y a des joueurs qui avaient suffisamment de recul. Je sais que typiquement Guillaume avait beaucoup de recul. Je sais que Charlotte, au début, avait beaucoup de recul. Ça a changé par la suite et on y reviendra. Norbert et moi, je pense, avons été les plus embarqués, les plus chamboulés par ce jeu. Et en fait, tout ça pour vous dire qu'au moment de l'émission, parce que je me suis un peu perdue, ou enfin pas au moment de l'émission, mais au moment où on nous appelle, où la psy nous appelle pour nous dire voilà, on va discuter un petit peu, j'aimerais savoir comment vous allez actuellement, comment vous vous sentez à l'idée de faire ce jeu, etc. Si vous appréhendez des choses, blabla. Enfin, limite, je lui riais alors pas au nez, mais au téléphone, parce que j'étais en mode, mais ça va en fait, tout va bien dans ma vie, je suis quelqu'un d'équilibré, ça se passe bien dans mon couple, je sais que je vais participer à une émission de télé, que c'est qu'un jeu, c'est pour les caméras, comme on dirait. Enfin, j'étais vraiment hyper détachée. Franchement, je vous jure que je vous mets à l'épreuve de faire un jeu comme ça, parce que quand je voyais des tweets passer du style, et là je parle pas des gens qui ont été bienveillants et qui nous disaient vraiment qu'il fallait qu'on arrive à se détacher de façon très bienveillante. Je parle des gens qui vraiment étaient presque agressifs, en mode on avait l'air de guignols à la télé en train de pleurer. La vérité les gars, je vous mets au défi de vivre ce qu'on a vécu. Le fait d'être en vase clos pendant un nombre de temps assez long, où on a des nuits qui sont limite inexistantes, où on a une pression qui est incroyable, de par le jeu, de par le fait qu'on joue pour nos assos, enfin vraiment tout mis dans un saladier, mélangé, fait que c'est hyper dur. Et donc quand vient s'ajouter à ça le fait que tu es une traître, et bah même si c'est qu'un jeu, je vous assure que
c'est affreux. Il y a des images qui l'ont montré, par exemple quand Guillaume ou quand Charlotte sont élus en tant que traîtres, et j'ai trouvé ça trop mignon. Ils ont un petit sourire en mode putain, c'est le rôle qu'on voulait. Je me souviens avoir dit en entretien à Eric Antoine que ça me ferait kiffer, et dans l'épisode de la réunion que vous pouvez retrouver sur Sisplay, on me voit esquisser une vieille grimace parce qu'en fait je suis en train de réaliser que j'ai pas envie d'être traître, que ça va être super dur à gérer, que je sais pas comment je vais m'en sortir, et je suis déjà en train de me dire dès le début du jeu, ok en fait je suis avec mon mec dans l'émission, et là pendant 10 jours faut que je lui montre droit dans les yeux. Non en fait, je peux pas faire ça, je suis pas capable de faire ça, et c'est ce qui explique le pourquoi du comment Thibaut est parti si tôt, et on y reviendra juste après. Donc ne serait-ce que le mot est dur à porter, ce qui a été très dur aussi dans mon cas, parce que qu'est-ce qui est le plus dur en tant que traître? En fait tout dépend à quel traître vous posez la question. Donc moi je peux vous parler vraiment de mon expérience à moi. Moi par exemple ce qui a été très dur à gérer en tant que traître, c'est que je ne sais pas l'expliquer, je ne sais pas pourquoi. Tout le monde a décidé de me faire confiance dans le jeu. Mais quand je dis que tout le monde a décidé de me faire confiance, c'est-à-dire que je ne sais pas l'expliquer. Je ne l'ai pas cherché en fait. Et avec Andy, on en a parlé à la fin du jeu et elle m'a dit mais putain c'est vrai, je t'ai jamais demandé de me prouver ta loyauté. Je t'ai jamais demandé de me prouver que je pouvais te faire confiance. Et j'étais là mais je sais, mais comme la majorité des joueurs, en fait la majorité des joueurs m'ont donné leur confiance et j'étais là mais c'est horrible parce qu'en fait on me donne une confiance que je mérite pas parce que je suis traître dans le jeu. Je vais devoir jouer avec ça et me servir de ça pour avancer. Et en fait c'est horrible ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là. Et je comprends que ce soit dur pour vous à imaginer, mais je vous assure que moi qui étais la première à rironner limite de la psy, je me suis retrouvée avec la psy au téléphone au bout de 2 jours d'émission parce que j'étais complètement immergée dans le jeu et qu'au bout de 2 jours j'étais en train de me dire que j'étais la pire de la terre, excusez-moi, hein, on pourra biper ça au montage parce que c'est pas fou, mais vraiment. Et en fait dès le début du jeu, tu te mets à te dire mais je suis qui en fait? Quel genre de personne je suis? Quel genre d'être humain je suis? Pourquoi est-ce que je me retrouve à faire ça dans un jeu? C'est très déroutant, c'est très déstabilisant, c'est très compliqué à gérer. Ouais, quand tu dois avancer dans la partie avec tout ça, je sais même pas l'expliquer tellement c'est fort et tellement je pense qu'il y a des choses où j'arrive même pas à mettre de mots et c'est pour ça que je vous dis n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez en plus parce que même en reparler je me dis mais il y a plein de trucs que je sais même pas expliquer tellement c'est plus fort et tellement je me dis mais vous pourriez même pas comprendre et je peux même pas vous en vouloir en fait. La difficulté de tenir, parce que c'est une question qu'on m'a beaucoup posée, pour moi dans le jeu elle a été permanente. On m'a demandé si j'avais pensé à abandonner, mais évidemment que j'ai pensé à abandonner, mais je crois que vous n'imaginez même pas le nombre de fois où j'avais envie d'hurler à la table ronde que j'étais traître, où j'avais envie de me lever et dire c'est moi, dégagez-moi, je ne mérite pas de continuer la partie, parce que j'avais la sensation d'être horrible, en fait, d'être une personne qui ne pouvait plus se regarder dans le miroir tellement le jeu te met dans une condition où t'es un putain de traître, en fait, c'est ça. La réalité, c'est que c'est ça. J'ai eu envie d'abandonner, mais à tellement de reprises, le moment où j'ai eu le plus envie d'abandonner, je pense, c'est au moment de la trahison envers Charlotte. Pourquoi? Parce que ça aurait pu être au moment de Thibaut, mais Thibaut, c'était plutôt dans le jeu, et si j'ai fait ce choix, c'était surtout pour nous protéger en tant que couple. Du coup, quelque part, je savais que c'était la meilleure décision à prendre parce que mentir à son mec droit dans les yeux pendant 10 jours, je sais pas vous, mais moi, c'est pas possible. Alors, je sais qu'il y en a qui m'ont dit, ouais, franchement, moi, j'aurais gardé mon mec, c'est horrible de le trahir comme ça. Bah, en fait, les gars, je trouve ça mieux de le trahir au bout d'un jour de jeu et de lui dire, rentre à la maison, bibou. Je préfère faire ça que de te mentir non-stop, en fait, en te faisant croire que je suis ce que je ne suis pas. Après, voilà, chacun fait comme il veut. Et si vous vous pensez capable de mentir à votre moitié pendant 10 jours, bah, je respecte votre décision. Mais c'était pas la mienne. Du coup, la trahison envers Charlotte a été le moment du jeu où j'ai eu le plus envie d'abandonner. Ce qui a été très compliqué à gérer pour la prod parce que c'était à la veille de la finale et que Norbert a réellement su me remotiver pour la suite du jeu parce que vraiment, j'ai, je pense, autant, voire presque plus pleuré qu'au départ de Thibaut. Enfin, c'est très bizarre à dire, mais j'étais effondrée. Le conseil a duré très longtemps parce que je n'arrivais pas à arrêter de pleurer, c'était très compliqué. Donc Norbert a été d'un soutien à toute épreuve à ce moment-là. Eric Antoine aussi, à qui je fais des énormes bisous, m'a beaucoup parlé à ce moment-là. Noémie de la prod, Mathieu, tout le monde a vraiment essayé de me remettre dedans parce qu'en fait, on était à la veille de la finale et que ce que me disait tout le monde, c'est mes meufs, en fait, t'as pas été jusque là pour t'arrêter maintenant. Mais ça a été une trahison qui a été très dure parce que j'ai pas pu la prévenir, j'ai pas pu aller la voir pendant la journée et lui dire que j'avais pas le choix et que pour protéger notre équipe, j'étais obligée de voter contre elle, sinon j'étais complètement à découvert. Je vous jure qu'une Andy sur le dos, les gars, c'est un truc très difficile à gérer parce qu'elle est très forte et du coup, en fait, je pouvais pas aller contre les votes qui allaient envers Charlotte. Ce moment-là du jeu a été le moment où j'avais envie de dire stop et où la prod, d'ailleurs, voyant mon état, m'a quand même dit si vraiment c'est plus possible pour toi, on trouvera une solution pour que tu puisses quitter l'aventure. Donc ils sont quand même très à l'écoute parce que c'est quand même une aventure qui, humainement parlant, chamboule énormément. Et sinon, l'autre moment le plus horrible, c'est le moment de révéler à tout le monde qui je suis. Le moment où bah tu vois 2 femmes que t'apprécies énormément, dont une Jen avec qui t'as lié une vraie amitié en dehors des caméras parce qu'il y a tous les moments off en fait où on se rapproche, où on parle de nos vies, où on apprend à se connaître et où il y a des amitiés qui se créent sans que tu l'expliques. Et avec Jen, c'est ce qui s'est passé. On s'est liés de manière tellement naturelle, tellement spontanée, sans le vouloir, que tu te dis bah ça y est, je vais devoir lui dire qui je suis. Et au moment de la finale, je n'arrive pas à sortir les mots de ma bouche. C'est horrible de devoir leur annoncer mon rôle. Je pense qu'on entend à ma voix dans cette vidéo que j'ai la boule dans la gorge quand même depuis tout à l'heure parce que ma voix est assez grave et quand je parle comme ça en général, c'est que j'ai envie de chialer à moitié. Ouais, ça a été l'un des moments aussi les plus difficiles de dire bah je suis désolée les filles, mais les loyaux n'ont pas gagné et voilà, c'est celle en qui
vous aviez le plus confiance, qui depuis le début en fait passe entre les gouttes et avance dans la partie et vous la met à l'envers. En fait, à un moment donné, soyons crus dans les mots et soyons honnêtes. Pourquoi est-ce que ça a été aussi le moment le plus difficile? En fait, à la fois, je crois que ça a été le moment le plus difficile et le moment où j'ai ressenti le plus de soulagement. Et d'où les larmes qui coulent et qui ne s'arrêtent pas. Oui, j'ai littéralement rempli les nappes phréatiques de France, je pense. Alors les gars, s'il y a de l'eau à nouveau cet été, je vous prie de me remercier. Non, franchement, la vérité, je fais de l'humour, mais tout explose en fait. Quand tu annonces que tu es traître, il y a les larmes de je vais trahir une amie, je vais décevoir Nathalie, je vais les décevoir toutes les deux parce que les loyaux n'auront pas gagné, les autres joueurs vont apprendre que j'étais traître. T'as le fait de pouvoir enfin te libérer d'un rôle qui a été mais littéralement un poison pendant 10 jours, de pouvoir enfin arrêter d'être quelqu'un que tu n'es pas, être enfin à nouveau pleinement toi-même, pouvoir tout dire en fait. C'était le truc que j'attendais de faire depuis le premier jour, tout dire. Et c'est pour ça que tout se lâche en fait. T'as le soulagement de pouvoir enfin avouer, t'as à la fois la fierté d'avoir gagné pour ton assaut, t'as le fait de, je sais pas comment expliquer, t'as la fatigue qui se relâche, t'as les nerfs qui lâchent, t'as le stress, t'as tout. Donc ça a été aussi un des moments les plus difficiles et en même temps l'un des plus gros soulagements de mon aventure. Certains me demandent aussi est-ce que ça a été dur pour moi de mentir. Je pense que pour ceux qui ont regardé vraiment à fond l'émission et qui sont des habitués de ce type de jeu, j'ai pas tellement eu à mentir. Je dirais pas que j'ai beaucoup menti dans le jeu, selon moi en tout cas, et selon les discussions que j'ai eues avec les autres joueurs. En fait, j'ai pas vraiment menti, j'ai surtout réussi à ne pas dire la vérité. Et c'est pour ça que je dis que j'ai essayé dans cette partie d'être le plus fidèle à moi-même en faisant des choses que j'ai pas l'habitude de faire, que je ne veux pas faire dans la vraie vie. Et en fait, ma partie s'est résumée en grande majorité, alors à pleurer, je vois déjà les commentaires rigolos venir, très bien, allez-y les gars, faites-vous plaisir, mais aussi finalement à prendre les doutes que les loyaux avaient les uns envers les autres et à les confronter à d'autres loyaux et en fait à beaucoup regarder les loyaux s'entretuer parce qu'ils se faisaient pas du tout confiance et c'est une façon de jouer comme une autre. Ça a été ce que j'ai essayé de faire en dehors des moments où je pleurais et donc finalement j'ai pas eu tellement à mentir, j'ai pas eu tellement à mener des grosses cavales envers les autres joueurs, à mentir corps et âme envers un joueur, à balancer un joueur dans l'arène et c'est en ça que je dis que je pense avoir été quand même en partie fidèle à moi-même parce que je n'aurais pas pu faire ça et je ne l'ai pas fait et c'est ça je pense qui m'a permis aussi d'avancer dans la partie. Comme on est en plein dans le moment stratégie, certains me demandent est-ce que j'avais prévu mes stratégies à l'avance? Pas du tout. S'il y a un truc que je dois vous dire, et il y a une table ronde d'ailleurs où j'avais fait un très gros monologue là-dessus. Je suis dégoûtée qu'il ait pas laissé au montage parce que j'étais très fière de mon monologue à cette table ronde. C'était en début d'émission où j'avais dit à un moment donné aux joueurs, je sais pas vous, mais moi je suis venue en ne sachant pas du tout jouer à ce jeu. Je n'avais jamais joué au loup-garou si ce n'est une fois à l'âge de 8 ans en colonie de vacances, donc pas du tout les mêmes enjeux à l'âge de 8 ans qu'à l'âge de 28 et surtout pas d'association derrière, on est en colo avec des copains. Et du coup je suis venue vraiment en ne sachant pas ce que j'allais faire, qui j'allais être, quel genre de joueuse. C'était vraiment la découverte, l'aventure, adviendra que pourra et on verra demain et chaque jour est une nouvelle journée et on avance. Et en fait ma partie je l'ai vraiment jouée comme ça. C'est-à-dire que je n'avais pas de stratégie et je pense avec le recul que ne pas avoir de stratégie prédéfinie est la meilleure solution pour avancer dans ce type de jeu. Quand t'es trop stratège, tu es beaucoup trop vite à la vue de tous. Je pense que moins tu as de stratégie, plus tu t'adaptes au jour le jour et plus tu avances et moi c'est comme ça que je me suis découverte. C'était la stratégie qui s'est naturellement mise en place pendant le jeu mais je suis venue vraiment avec aucune idée, aucune clé en main en mode je verrai ce que ça va donner et ce que je suis capable de faire. Et en fait, là où moi j'ai vraiment eu une stratégie qui est ressortie et qui a été le plus visible pour vous et aux yeux de tous, le truc que je savais le mieux faire dans le jeu, c'était tirer avantage de mes émotions. À chaque fois que j'ai rigolé, à chaque fois que j'ai pleuré, à chaque fois que j'ai tremblé, qu'importe ce que j'ai eu à faire dans le jeu, et on en vient à la question suivante, à savoir, est-ce que les larmes c'était de la comédie? Est-ce que tu étais sincère? Est-ce que tu n'as pas peur que les gens pensent que tu es une fausse personne dans tes vidéos YouTube ou dans ton contenu, vu comment tu as pleuré pendant l'émission, etc. Jamais rien n'a été joué, mais quand je vous dis jamais rien, et en fait je peux pas faire mieux que de vous le dire, et si vous me croyez pas, c'est pas grave, en fait j'ai rien à prouver dans le sens où je sais qui je suis, je sais ce que je vaux et je sais ce que les joueurs pensent de moi et je pense que c'est le plus important en fait. À partir de là, j'ai pas d'autre chose à prouver à qui que ce soit, mais je peux pas vous dire plus que j'ai toujours été à 100% transparente, à 100% honnête sur qui je suis et comme je vous dis, je suis hypersensible. Donc quand tu es hypersensible dans un jeu comme ça les gars, les pleurs c'est l'émotion qui transparaît le plus souvent parce que c'est impossible avec un caractère comme le mien de ne pas pleurer en fait dans ce genre de jeu tellement le jeu te pousse à faire tout un tas de choses et à voir tout un tas de choses difficiles. Là où moi je pense avoir su tirer mon épingle du jeu et c'est notamment grâce à la prod avec qui je discutais beaucoup au moment des conseils des traîtres etc. Je ne pouvais pas cacher mes émotions. Je pleurais, je riais, je souriais, j'angoissais, j'avais peur, je tremblais. Tout ce que je ressentais, je le ressentais fois 1000. C'était exacerbé comme jamais par la pression, par la fatigue, par
par mon hypersensibilité, par tout. Je pouvais pas le cacher. C'était ce qui se passait réellement dans mon corps, dans ma tête. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui, en dehors des émotions, quand ça ne va pas dans ma tête, mon corps réagit. Et donc j'ai des blessures, et donc je fais des malaises, et donc je pleure, et donc j'ai des boutons de fièvre. Bref, ça peut se retranscrire sous tout un tas d'aspects. Et du coup, je suis incapable de cacher tout ça. Je peux pas, je sais pas faire semblant. Donc le seul truc que je peux faire, c'est accepter tout ce que je ressens, c'est pleurer, c'est rire, c'est trembler, et c'est simplement essayer de faire en sorte que les autres joueurs interprètent mes émotions différemment, à savoir dans le sens qui me permette d'avancer dans la partie. Donc quand je pleure pour le départ de Thibaut, il y a rien de plus sincère, je vous jure, que de pleurer quand on voit son mec partir. On sait qu'on l'a trahi, qu'on sait qu'on lui met à l'envers, qu'on ne peut pas lui dire parce qu'on est sous contrat et parce que jusqu'à la fin du jeu, il ne doit pas savoir au cas où il revienne dans l'émission ce qui s'est passé, qui on est. Eh bien oui, je pleure sincèrement parce que je ne ressens que de la tristesse à ce moment-là et je vais être honnête avec vous, du dégoût pour moi-même très clairement. Ouais, il y a tout qui sort, sauf que le seul truc que je peux faire, c'est faire en sorte de sortir les meilleures phrases possibles pour que les autres loyaux se disent « Putain, mais en fait, elle est loyale ». C'est ça tout le temps en fait, c'est réussir à jouer avec mes émotions, à les ressentir pleinement parce que ça me fait du bien de les ressentir, ça me fait du bien de pleurer, ça me fait du bien de lâcher. C'est la seule façon que j'ai de lâcher. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à aucun moment je peux dire à qui que ce soit qui je suis? Je peux pas le dire aux joueurs dans l'émission, je peux pas le dire à mon mec qui est parti du jeu, je peux pas le dire aux anciens candidats et j'ai même fait le choix de ne pas le dire à mes proches, à ma famille, à mon frère, à mes amis, tellement je suis immergée dans le jeu, tellement je veux rester concentrée dans la partie. J'ai passé 10 jours à ne me confier à personne. Personne les gars, je vais repleurer, c'est horrible. C'est très dur de passer 10 jours à garder un secret comme ça, à le vivre avec toi-même et à devoir avancer dans ta partie sans ne jamais révéler qui tu es. C'est extrêmement difficile et j'ai passé 10 jours à devoir faire ça. Donc forcément que pleurer c'était la seule solution que j'avais pour essayer de vider ce que je ressentais quand tu peux rien dire. Le seul truc que j'ai su faire c'est jouer de mes émotions et dire bah les gars ouais je pleure mais je pleure parce que si, je tremble parce que ça. Et tant mieux si ça m'a servi et tant mieux si ça m'a permis de gagner pour mon association. Je le regrette pas parce que c'était ma stratégie, que c'était la seule stratégie que je pouvais mettre en place et que bah je l'ai bien fait et c'est tant mieux parce que j'ai une magnifique association à défendre qui repart avec beaucoup de sous. Je ne peux que être contente en fait de ça. Comme je vous disais, là je vous ai vraiment expliqué à quel point c'était difficile pour moi d'endosser le rôle de traître. Mais d'un traître à l'autre, c'est très différent et je vous propose d'écouter la réponse de Norbert. Pour moi, d'être traître, c'était un peu spécial parce que je suis le seul traître qui était loyal. Je suis arrivé loyal et je suis en définitive passé traître durant le jeu. Et ça a été un choc thermique, un choc émotionnel, un choc psychologique de passer chasseur à devenir un peu la personne à être traquée. C'est vrai que ça a été un peu dur, mais le plus dur pour moi, ça a été de camoufler, de cacher ce secret au milieu de tous ces loyaux qui cherchaient justement à trouver et à démasquer les traîtres. Ça n'a pas été évident la première journée, je pense que tout le monde l'a vu. Je me suis dit, si je passe la première journée, je vais très loin. Et c'était mon but. La première journée, pour moi, c'était un calvaire. Une anecdote que personne ne sait, à part peut-être les candidats, c'est que ce premier jour de traite, j'ai passé ma journée aux toilettes. 1, ça me permettait de fuir. Et 2, ça me permettait d'aller évacuer le stress. De jouer au jeu des traîtres, ça a été une expérience formidable. Mais si je devais réitérer cette aventure, je la réitérerais en tant que traître. Je pense que tout est passionnant dans le rôle de traître parce que nous sommes au courant quasiment de ce que disent les loyaux. Et ce qui est formidable, c'est de la capacité d'adaptation à chaque information qu'on a captée dans le jeu ou dans la journée, ou une attitude, ou même un ressenti de tel ou tel joueur, ce qui nous permet de nous adapter. Le plus compliqué quand on est traître, c'est qu'on peut pas se parler entre traîtres. Donc voilà. Après, mon rôle en tant que traître, il a été dur psychologiquement, ça m'a beaucoup marqué. C'est pas dans ma nature. Moi, je suis plutôt un manipulateur dans le sens où c'est toujours péjoratif le mot manipuler, mais dans le bon sens. J'essaie d'amener les gens au meilleur d'eux-mêmes. Et là, pour le coup, il a fallu que je mente à 2-3 reprises. Il a fallu faire des fourberies, un peu de vice, ce qui est pas dans ma nature en soi. En tout cas, la nature humaine personnelle, c'est pas comme ça que je vois les choses. Donc, c'était une contradiction avec ma mentalité et mon mode de vie. Moi qui suis plutôt cash et entier et à dire ce que je pense, là, j'ai tout gardé en moi. Donc, je suis devenu quelqu'un d'introverti, caché un peu. Pas si vous connaissez un peu le livre ou l'histoire de Dominique Bobby, Le Scaphandre et le Papillon, c'est quelqu'un qui est resté enfermé dans son corps suite à un accident. Et donc j'avais l'impression d'être enfermé dans mon corps comme ça, regarder tout ce qui se passait à travers la fenêtre. Mon regard, ça c'est mon fils, tiens, pan. Sinon, bravo à Juju Fitcat d'avoir tenu. Je tiens à dire que toutes les larmes qu'on a pu voir dans le jeu ne sont pas des larmes de crocodile, ça a été des larmes de pression, d'émotion, aucunement des fausses larmes, aucune comédie. Juste que dans la vie, on doit prendre des décisions et que des fois, même pour sa propre personne, on doit les prendre, on doit les assumer et que forcément, ça relate pas plein de blessures qui se cachent en nous, avec lesquelles on vit depuis longtemps et forcément, là, on a pu voir un peu notre fragilité, c'est tout. Il n'y avait pas de mise en scène. Mais en tout cas, même moi, j'ai fait une petite larmichette. Certains me demandent, beaucoup d'entre vous d'ailleurs, si j'avais pu savoir à l'avance à quel point cette émission serait difficile, est-ce que j'aurais préféré être loyale plutôt que traître? Je pense que la réponse va vous surprendre, qu'elle va être assez paradoxale pour beaucoup d'entre vous, mais la réponse est non. J'aurais aimé, même en sachant tout à l'avance, avoir le rôle que j'ai eu
à savoir être traître. Alors je sais que comme ça peut paraître très bizarre parce que j'ai beaucoup pleuré, parce que ça a été une aventure très dure à vivre et vous l'avez vu à la caméra, vous l'avez vu pendant les interviews et je vous en ai parlé sur mes différents réseaux. Ça m'a complètement chamboulée. Je vais vous expliquer pourquoi en répondant à la question suivante. Qu'est-ce qu'on apprend, Juju, dans un jeu comme celui-ci quand on est traître et pas loyal? On apprend beaucoup de choses. Quand je dis qu'on apprend beaucoup de choses, c'est vraiment beaucoup de choses sur soi-même et sur les autres que je n'aurais très clairement jamais apprises autrement, je pense, qu'en faisant ce jeu-là. Tout simplement parce que la trahison, c'est une chose à laquelle on fait face à un moment donné dans notre vie. Soit on y fait face parce qu'on trahit quelqu'un, soit on y fait face parce qu'on se fait trahir. J'ai vécu la trahison dans une relation amoureuse plus jeune, je l'ai vécu en amitié et c'est quelque chose que je vis très mal. Comme beaucoup d'entre vous, je pense pas que ce soit incroyable de dire qu'on vit mal la trahison, je pense que c'est quelque chose d'assez commun. C'est quelque chose que j'ai vécu et que j'ai toujours très mal vécu et avec lequel j'ai du coup toujours été très mal à l'aise. Je me suis toujours dit dans ma tête, jamais je serais capable de trahir, jamais je pourrais faire ça à quelqu'un, jamais je pourrais mentir, c'est contre ma nature. Et pendant l'émission, en fait, j'ai eu un suivi psychologique qui m'a énormément aidé, énormément apporté parce que pendant ce jeu, j'ai réalisé qu'en fait, dans le cadre d'un jeu, je pouvais trahir pour avancer dans ma partie. Et je sais que beaucoup d'entre vous se disent mais Juju c'était qu'un jeu, donc en fait ça fait partie du jeu, t'es dans un jeu de mensonges, de trahison. Mais comme je vous l'ai dit, en fait beaucoup de choses font que moi je suis une des joueuses qui s'est complètement perdue dans le jeu, pour qui la frontière entre le jeu et la réalité elle était infime voire inexistante. Et donc quand je me suis mise à trahir dans le jeu, je me suis sincèrement posé la question de est-ce que c'est ce que je suis dans la vraie vie, est-ce que c'est ce que je vais devenir, est-ce que c'est ce que j'ai toujours été au fond de moi sans jamais le savoir, est-ce que c'est comme ça que je vais me comporter avec les gens que j'aime à l'avenir. En fait je me suis mis à tout remettre en cause, ma valeur, si j'étais vraiment une bonne personne. Ça a été vraiment énormément de chamboulements à l'intérieur de ma tête qui ont été très compliqués et pour lequel je remercie l'émission de mettre une psychologue à disposition parce que sinon j'aurais jamais été capable de faire le travail que j'ai fait avec elle toute seule. Et en fait, si la psy m'a bien appris quelque chose, c'est que chaque être humain, en fait, on est tous persuadés que quand on est quelqu'un de bien, quand on fait des choses bien pour les gens qu'on aime ou pour des personnes qu'on rencontre, etc., c'est qu'on est que lumière, on est que clarté et on est forcément à 100% quelqu'un de bien et quelqu'un de bienveillant. Et en fait, la vérité, c'est que c'est pas aussi simple que ça. L'être humain, c'est des parts de clarté et des parts d'obscurité. C'est à la fois un être de lumière et un être plus sombre. Et en fait, on a tous des parts moins bienveillantes en nous. On a tous des choses plus négatives. En fait, on ne peut pas dire, tant qu'on n'a pas expérimenté les choses qui font qu'on peut potentiellement des fois être une moins bonne personne que ce qu'on croit, qu'on ne serait jamais capable d'eux. Je m'entends, c'est-à-dire que la psy me disait souvent, tu sais, les joueurs qui autour de la table ou bien les gens qui te disent dans la vraie vie, moi, jamais je ferai ça, jamais je ferai ça, jamais je ferai ça, sont souvent des gens qui n'ont pas expérimenté ce qu'ils pensent ne pouvoir jamais faire et qui n'ont pas creusé suffisamment à l'intérieur d'eux-mêmes pour voir les différentes parts qui les composent et voir que malheureusement l'être humain n'est pas que lumière. Sauf que c'est très dur en fait de s'avouer ça. C'est très dur de s'avouer qu'on n'est pas juste quelqu'un de bien et qu'on est beaucoup plus complexe que ça. C'est dur d'y faire face, c'est dur de l'expérimenter, c'est dur de le vivre, c'est dur de se l'avouer, c'est dur de travailler sur tout ça. C'est vraiment extrêmement compliqué. Ce jeu m'a permis de vivre la trahison de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de la personne qui trahit. Je vous jure que c'est sincèrement beaucoup plus difficile de trahir quelqu'un. Je pensais vraiment que être trahi était le pire sentiment qu'on pouvait ressentir. Mais trahir quelqu'un, je crois que c'est quelque chose d'encore au-dessus. Et pourtant, je vous parle de ça dans le cadre d'un jeu avec des personnes que j'ai rencontrées le premier jour du tournage. Donc, je parle pas de mon frère ou de ma famille ou de mon chéri. Là, on parle vraiment du fait de trahir des gens dans le cadre d'un jeu. Et quand je me suis rendu compte de la difficulté que c'était et de ce que ça te fait ressentir et éprouver sur ce que tu es, ce que ça te donne comme image de toi-même, en fait, personne peut se rendre compte à quel point tu te dégoûtes. Mais littéralement, tu peux plus te regarder en face, tu peux pas te regarder dans un miroir. En fait, vraiment, tu te déçois, tu te dis mais c'est pas possible, je peux pas être cette personne. C'est pas ça que je veux être, c'est pas ça que je veux renvoyer, c'est pas l'exemple que je veux donner, c'est pas comme ça que je veux me comporter. Et pourtant, t'es dans un jeu où tu expérimentes tout ça. Et en fait, avec le recul, même si ça a été extrêmement difficile, même si ça a été extrêmement éprouvant, même s'il y avait des moments où je me disais mais j'ai pas envie d'aller creuser tout ça, j'ai pas envie de savoir, je pense que ça a été la meilleure chose que je pouvais expérimenter parce que même si c'est très difficile d'aller creuser au fond de soi-même et de réaliser certaines choses, je pense qu'il n'y a que lorsque l'être humain est capable d'aller creuser dans ses parts de lui-même les plus sombres et dans les parts qu'il soupçonnait le moins, qu'il peut réellement devenir une meilleure personne dans la vie de tous les jours, dans son quotidien et avec les gens qui l'entourent. Et du coup, c'est un peu hypocrite de dire qu'on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin d'expérimenter pour savoir qu'on est quelqu'un de bien et qu'on serait pas capable d'eux. Je suis pas d'accord, en tout cas, c'est ce que m'a fait ressentir ce jeu-là. Je suis contente de l'avoir expérimenté et de me rendre compte à quel point être du côté de la personne qui trahit, c'est affreux et du coup, j'ai, entre guillemets, à la fois pu comprendre ce que ressent quelqu'un qui
trahi et en même temps, je ne comprends pas les gens qui peuvent trahir du coup leurs proches dans la vraie vie. Je ne comprends pas qu'on puisse trahir quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qui compte pour nous, quelqu'un pour qui normalement on donnerait tout parce que c'est le pire sentiment que j'ai eu à affronter. Je ne pensais pas que ce serait la chose la plus difficile à affronter jusqu'à aujourd'hui. Alors oui, je sais, j'ai que 28 ans, oui, je sais, j'ai encore plein de choses à traverser dans la vie. Et là, il y en a qui vont me dire, mais ça fait petite gamine qui a encore rien vécu et t'étais dans un jeu et blabla et blabla. Bref, c'est mon expérience. Vous voulez mes réponses honnêtes, eh bien je vous les donne. La vérité est que expérimenter le rôle de la personne qui trahit, je pense, a été quelque chose de très bénéfique dans ma vision des relations humaines, dans ma vision des choses que j'étais capable d'accepter ou pas, de ce que je ne voudrais jamais faire subir à quelqu'un dans la vraie vie. Et c'est vrai que c'est assez ouf de dire ça comme ça, mais je suis très contente d'avoir pu expérimenter ça dans le cadre de ce jeu parce que quelque part on est encadré, on est protégé si je puis dire, on a ce suivi psychologique qui nous permet de faire un travail. C'est aussi ça qui est hyper intéressant. Alors je pense que Norbert aurait peut-être des réponses différentes des miennes à vous apporter, mais c'est vraiment la réponse la plus honnête que je puisse vous donner. En fait, ça a été quelque chose de très dur parce qu'après l'émission et pendant l'émission, j'ai été quand même suivi parce que ça remet en cause pas mal de choses. Alors c'est pas dramatique, c'est pas négatif, au contraire, ça a été bénéfique pour moi d'être traître. Je pense que j'ai fait une grosse thérapie et ça m'a permis de voir que j'avais encore des capacités, j'ai repris un peu plus confiance en moi. Quant à vivre en société, des fois on ne prend pas les meilleures mesures, on ne prend pas les bonnes non plus. Et je pense que quand on est dans un instinct de survie, dans un jeu, on se trouve des ressources. Voilà. On en a déjà un petit peu parlé, mais du coup pas mal de questions reviennent quant à la culpabilité d'avoir voté contre Thibaut. Je vous l'ai expliqué, ça a été très dur, j'ai beaucoup pleuré parce que oui, j'avais une part de moi qui me disait je trahis mon chéri dans un jeu, mais j'avais une part de moi qui me disait en faisant ça je protège notre couple et quelque part je ne trahis pas notre couple. Parce que pour moi et pour nous, la pire trahison aurait été que je l'emmène jusqu'à la fin du jeu en lui mentant droit dans les yeux et qu'il ne voit rien et qu'en fait à la fin, désolé gars, mais ouais, je suis traître. Et ça pour moi c'était vraiment le pire scénario possible. Donc ça a été très dur, ça a été très compliqué à vivre et j'ai beaucoup de vidéos dans mon téléphone parce que beaucoup aussi me disent ouais meuf, tu pleurais à la caméra et tout machin, est-ce que tout ça c'est vrai? On revient à la question d'avant. J'ai beaucoup de vidéos dans mon téléphone et je pense que je peux un peu vous les afficher où je suis éclatée, où je suis en train de chialer ma race parce que justement je ne pouvais me confier qu'à mon téléphone, donc à moi-même à travers une caméra. Deuxième jour de tournage. Je viens de faire sortir mon chéri du jeu. C'est hyper dur parce que je savais qu'il n'était pas dans mon équipe. Et du coup, j'étais obligée parce que si je le garde, c'est ma plus grande faiblesse dans le jeu vu qu'il a de suite eu des doutes sur moi et je sais qu'il me connaît. Et je sais que c'était pas des doutes. Et en même temps, je me rends compte que c'est super dur d'avoir ce rôle. Parce qu'on est là pour un jeu et du coup, on est là pour une association. Il faut penser à l'asso. Et en même temps, en fait, je me dis, mais est-ce que vraiment je suis capable de tenir le rôle jusqu'au bout ? Bref, voilà la difficulté du truc. Donc oui, en fait, je pleurais vraiment et je pleurais pas que pour les caméras en in que vous avez vues à la télé. Je passais mon temps à pleurer en off, toute seule dans ma chambre, à pleurer en off auprès de la prod. Je passais mon temps à pleurer. Alors oui, comme ça vous paraît complètement dingue, mais c'est une réalité et je peux pas vous mentir, je peux pas vous raconter une autre version. Je peux pas faire genre pour vous faire plaisir ou pour faire plaisir à quelques-uns. Oui, mes larmes c'était que du fake. Oui, j'aimerais sincèrement être capable d'être une super actrice, capable de pleurer sur commande. La vérité, c'est que ce n'est pas ça et que mon hypersensibilité, je pensais que ce serait ma plus grande faiblesse dans ce jeu. Il s'avère que ça a été ma plus grosse force et je suis hyper heureuse de voir que mon hypersensibilité peut être une force finalement et ça prouve à toutes les personnes hypersensibles que oui, vous pouvez tirer de votre hypersensibilité une énorme force dont vous n'avez même pas idée en fait. Ce qui a été le plus dur avec Thibaut simplement, ça a été d'être séparés. D'être séparés, je sais que beaucoup nous l'ont demandé, d'être séparés pendant 10 jours quasiment, ça a été très dur, mais ça a été quelque chose qui a énormément renforcé notre couple. Je crois que vous n'imaginez même pas à quel point, donc si on devait le refaire, je pense qu'on le referait. Je pense que ça nous a apporté et pour à quel point ça nous a rapprochés et fait nous rendre compte de combien on s'aimait, de tout ce qu'on était absolument pas capable de se faire. Vraiment, ça a été un mal pour un bien. Concernant Charlotte, on en a déjà beaucoup parlé, mais ça a été la trahison la plus dure à vivre pour le coup sur tous les plans. Même si j'essayais de me raccrocher à l'idée que j'avais pas le choix, que c'était pour le jeu, ça a été très dur parce que Charlotte était une joueuse qui à la base était très détachée de l'émission. Elle avait beaucoup de recul et au moment des conseils des traites, c'était elle qui nous aidait le plus souvent à prendre du recul, que ce soit Norbert ou moi qui étions un peu trop dedans. Et en fait, à un moment donné, Charlotte s'est retrouvée complètement prise au jeu. Je pense que ça a été très dur pour elle aussi de s'en rendre compte et de se l'avouer parce que je pense qu'elle s'imaginait comme nous tous beaucoup plus forte que ça et qu'en fait on reste des humains et qu'on a tous été plus ou moins touchés et Charlotte l'a été beaucoup et ça a été dur de voir Charlotte autant affectée et du coup très dur de devoir la trahir pour avancer tout en sachant à quel point ça commençait à devenir dur pour elle par rapport à Vincent Dezania, par rapport au fait que son amie était au courant du fait qu'elle défendait son association et au fait que je ne puisse pas la prévenir, donc ça a été très compliqué. Mais pour ceux qui se posent la question parce que c'est beaucoup revenu, sachez qu'avec Charlotte ça se passe très très bien. J'ai eu la chance
chance de pouvoir l'appeler juste après l'émission, de pouvoir lui annoncer que les traîtres avaient gagné, que je partageais la somme avec elle. Et du coup, ça l'a beaucoup touchée. Depuis, on s'envoie des messages de temps en temps pour se donner des nouvelles, notamment pendant la diffusion des épisodes où je savais que c'était très dur pour elle de revoir la diffusion. Donc non, au final, tout est bien qui finit bien, c'est le cas de le dire. Mais émotionnellement, ça a été, comme je vous dis, le moment où j'ai cru que j'allais arrêter. Concernant Norbert, là, pour le coup, ça n'a pas été difficile de voter contre lui parce que même si c'est une stratégie qui vous dépasse et qui nous a dépassé un peu nous-mêmes, tout était préparé avec Norbert. En fait, vous l'avez vu du coup dans les images, Norbert et moi, on avait prévu une stratégie à la base qui était, au moment de la table ronde finale, de voter d'abord contre Nathalie, puis ensuite contre Tom, parce que Andy et Jennifer, c'est ce qu'elles voulaient faire. Et donc moi, comme j'étais très proche d'Andy et Jennifer, ça permettait justement d'avoir à la fois ces deux votes-là, plus ceux de Norbert et moi. Ensuite, d'éliminer Jean. Et à la fin, moi, je votais contre Norbert. Comme ça, je me retrouvais plus qu'avec Jen et Andy. Donc tout était comme ça. Donc en fait, c'était prévu que Norbert se sacrifie pour moi. Norbert, vraiment, cœur sur toi, tu es le plus loyal de tous les traîtres. Sincèrement, Norbert, je vous le dis droit dans la caméra, les gars, est le plus loyal de tous les traîtres. Je suis la traître des traîtres. Norbert est vraiment le plus loyal. Il a tenu ses promesses jusqu'au bout. Il m'avait dit en conseil, Juju, je veux que tu ailles au bout, je veux que tu gagnes pour nous, je veux que tu mènes ta partie parce que l'association que je défendais lui tenait aussi beaucoup à cœur de ce qu'on avait eu comme échange, notamment la cause. Il était prêt vraiment à tout, prêt au sacrifice et c'est ce qui fait de lui un joueur absolument extraordinaire et j'ai tellement pas de regret de l'avoir pris dans notre équipe avec Charlotte parce que pour moi c'était la meilleure personne à prendre pour compléter l'équipe quand on s'est retrouvés que toutes les deux. D'avoir gagné des gains pour mon association, déjà c'est fabuleux. D'avoir gagné en équipe, c'est encore plus dingue parce que je m'attendais pas du tout à ce que tu partages les gains. Quand on est pris dans le jeu, on est pris dans le jeu. On le fait sans attendre quelque chose en retour. Donc je t'avais dit que j'en irais en finale et que je te ferais gagner. Voilà, et c'était le but. Et après, j'attendais rien, sauf qu'on gagne. Voilà, parce qu'une association, quelle qu'elle soit, que ça soit celle de Tom, de Nathalie, de Laura Flessel, ou d'Andy, ou de Christopher, ou n'importe laquelle, méritait de gagner. Donc voilà. Le fait que tu partages, ça a été pour moi, ça a scellé vraiment à notre amitié. Au-delà du jeu, c'est que ça a te faire rire, mais ça a scellé notre confiance entre nous. C'est-à-dire que le traître, c'est quand même le rôle le plus ingrat. Il faut être capable de se couper la tête ou de se couper le bras ou de se séparer tout de suite d'un membre de notre clan si celui-ci met tout le monde en danger. Donc ça n'a pas été évident, mais le geste que tu as eu en disant que pas qu'à moi, mais que tu allais le reverser aussi à Charlotte, je trouve ça fabuleux parce que voilà, une belle personne qui se cachait derrière un traître, c'est la loyauté qui au final est montrée au grand jour, c'est que tu reverses les gains et c'est la plus belle des choses. Le partage. Et du coup, tout était prévu. En fait, il faut bien comprendre que cette table ronde finale, elle est extrêmement déroutante parce qu'on a un moment d'échange et ensuite tout s'enchaîne. Et vous avez vu que l'échange en table ronde finale a commencé avec une phrase de Nathalie qui a été assez difficile pour tout le monde, pour elle comme pour les autres joueurs. Je ne juge absolument pas ce qu'a prononcé Nathalie dans le sens où on est tellement démunis dans un jeu comme ça, on ne sait tellement plus quoi faire pour prouver sa loyauté que parfois les mots dépassent notre pensée et on dit des choses qu'on n'aurait pas voulu dire. Et du coup, ça nous a tous complètement désorientés et en fait, à partir de là, la stratégie est partie en vrille, mais complet. Donc on n'a pas voté Nathalie, on a voté Tom. Heureusement, Norbert a réussi à comprendre qu'on votait Tom et du coup Tom sort, mais finalement derrière on sait très bien que ça va pas être Nathalie parce que toujours impossible de voter contre elle, donc finalement c'est Jean. Et puis derrière, et en fait avec Norbert on n'arrive plus à communiquer, on est complètement perdu, mais le seul truc que je me souviens à ce moment-là, c'est Norbert qui la veille au soir me dit surtout Juju, si à un moment donné tu paniques, si à un moment donné tu le sens pas, si à un moment donné il faut, tu te rappelles de ce que je t'ai dit, tu vas en finale, tu me sacrifies. Et en fait moi je m'accroche uniquement à ce truc-là et au moment du coup où on est sur le dernier vote avant d'être les 3 finalistes, je comprends que Jen et Nathalie ont vraiment Norbert en ligne de mire, que moi j'ai la dague, que je dis que je vais l'utiliser et que je ne sais pas pour qui Norbert vote et je n'arrive pas à capter son regard. Le seul truc dont je me souviens, c'est Norbert qui me dit meuf, si à un moment donné il faut que tu le fasses parce qu'il faut absolument qu'on gagne dans tous les cas. Et en fait, je réfléchis juste plus du tout, je suis prise par la pression, la panique, le fait qu'il faut juste qu'on gagne, qu'on aille au bout parce que le seul truc que j'ai promis à mon équipe, à savoir Norbert et Charlotte, c'est que je partageais les sous avec eux. Donc en fait, je m'en fous de gagner pour gagner. Le but c'est simplement partager les sous. Donc je sais juste qu'il faut qu'un de nous aille au bout pour partager les sous. Et du coup, je me dis ok, Norbert m'a dit ça, je sais pas pour qui Norbert vote et imagine, Norbert vote pour Jen, moi je le sais pas, et d'ailleurs je crois que c'est ce qu'il a fait. Moi je vote pour Nathalie, on se retrouve avec 2 votes pour Nathalie, 2 votes pour Norbert de la part des filles, un seul vote pour Jennifer, du coup c'est une égalité, du coup on doit refaire un tour et du coup là tu te dis mais en fait ça y est, tout le monde saura que je suis cramée, que je suis traître et en fait tout part en couille dans ma tête, donc juste je me souviens de Norbert qui me dit Juju, vote pour moi à la fin et en fait je vote pour lui, je sais qu'il va pas m'en vouloir parce que je sais ce qu'on s'est promis et d'ailleurs je suis
contente que ça ait été montré aux images parce que forcément quand tu fais de la télé, t'as peur qu'on veuille juste parfois te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas ou pour la méchante qui a juste eu envie d'aller au bout de l'émission et de gagner et qu'on a rien à foutre des autres. Or moi, la seule chose que j'avais en tête, c'est je veux gagner pour partager l'argent, pour donner un tiers à Charlotte, un tiers à Norbert parce que jamais de la vie je serais arrivée au bout de cette émission sans eux. Et du coup, c'est pour ça en fait le vote contre Norbert, c'est pour ça notre stratégie. Je sais qu'elle était pas claire pour beaucoup et notamment pour les bons joueurs du loup-garou, mais j'ai envie de vous dire la priorité c'est qu'on soit arrivé au bout et que nos 3 associations, à Charlotte, Norbert et moi, elles repartent avec 14 600 €, quelque chose comme ça, et je suis très fière de ça. Comme vous l'avez compris, du coup, la question a été beaucoup posée, mais oui, j'ai choisi de partager l'argent avec Norbert et avec Charlotte. Pourquoi ce choix? Beaucoup me demandent aussi pourquoi je n'ai pas partagé avec Guillaume. En fait, la réponse est assez simple et c'est quelque chose qui m'est venu de façon assez innée, en fait, au moment de la victoire et au moment de la décision et au moment de la stratégie avec Norbert, en fait, tout simplement. C'est que Norbert, pour moi, c'était littéralement le traître, comme je le disais, le plus loyal de tous les traîtres. Et j'avais aucun doute sur le fait que si Norbert avait gagné le jeu à ma place, il aurait partagé les sous. J'avais vraiment aucun doute là-dessus. Je lui faisais confiance les yeux fermés parce que Norbert est une très belle personne et Norbert est une très belle révélation dans ce jeu, même si je le connaissais un peu d'avant. Et du coup, à partir de là, mon choix de diviser avec Norbert, il était juste évident. Et concernant Charlotte, en fait, ça a été tellement horrible pour moi de devoir la sacrifier sans pouvoir la prévenir, de la sacrifier alors que je savais à quel point le jeu à la fin l'avait complètement chamboulée, l'avait complètement changée, que ça avait été hyper dur pour elle, etc. Je me voyais pas en fait la trahir à tous les niveaux, à savoir la trahir dans le jeu pour avancer et ensuite lui dire bah non désolé en fait t'auras pas d'argent. En fait pour moi c'était juste impensable et c'est pour ça en fait que mon choix très naturellement s'est dirigé vers la décision de diviser l'argent entre Charlotte, Norbert et moi. Également aussi parce que t'as envie de repartir avec une somme d'argent quand même suffisamment conséquente pour ton association, à savoir quand même que toute la prod est venue me voir à la fin du jeu pour me demander plusieurs fois si j'étais sûre de vouloir partager. Est-ce que j'avais pas envie de repartir avec les sous toute seule parce que dans les autres pays, la majorité des gagnants repartent avec l'argent pour eux tout seuls et pour leur association, on ne cherche pas forcément à diviser, etc. On m'a demandé à plusieurs reprises si c'était sincèrement la décision que je voulais. Et en fait, moi j'étais en mode, mais il n'y a pas d'autre décision possible. En fait, il n'y a pas d'autre solution. C'était juste évident dans ma tête que l'argent devait repartir entre nos 3 associations. Vraiment, il n'y avait pas d'autre solution possible. Et donc, j'ai répété à plusieurs reprises à la prod que oui, les sous iraient à Norbert, à Charlotte et à mon asso. Et je suis très contente de cette décision. Pour moi, c'était vraiment la meilleure à prendre parce que ils ont été à fond dans le jeu. Ils ont été un pilier pour moi dans l'aventure. Norbert a été d'une aide incroyable. Charlotte a été une très bonne joueuse et en fait, je ne pouvais pas ne pas prendre en compte tout ça dans ma décision finale. Une question qui vous taraude beaucoup, quelle a été la réaction des autres joueurs quand ils ont appris mon rôle dans l'aventure, à savoir que j'étais traître? Je pense que pour cette question, le mieux et de vous laisser avec leur réponse. Bah forcément, faut savoir que je suis un bon joueur quand même de base. Enfin, je suis pas mauvais joueur. Je félicite toujours tout le monde quand quelqu'un gagne. Mais là, forcément, j'étais un petit peu frustré sur le moment. Ça faisait 10 jours qu'on était en tournage. C'était quand même assez long. On se bat quand même pour une association et j'étais un peu dégoûté de pas avoir de l'argent pour mon asso. Pour être honnête, après évidemment, ça passe au-dessus. Je sais que ça reste un jeu et que l'argent revient quand même à une association qui n'est pas la mienne, mais qui va quand même aider d'autres personnes qui sont dans le besoin. Quand j'ai vu que Juju et Charlotte étaient traîtres, je me suis dit, ah bah voilà, je sais les erreurs que j'ai faites en parlant de Juju devant Charlotte et en parlant directement à toi en fait. Quand je t'ai dit, Juju, tu comprends que je ne peux pas ne pas douter de toi. En plus, l'avoir dit devant Charlotte. Fière de toi, ma Juju, parce que t'es une femme exceptionnelle. Je pensais pas me recréer une nouvelle famille. Tu en fais totalement partie. Tu as un self-control impressionnant pour ton âge. Je suis fière d'être ton amie et bravo d'avoir partagé les gains avec les 3 associations, dont celle de Chacha. Parce que c'est vrai que Charlotte a mal vécu, d'après ce que j'ai pu comprendre, cette émission parce qu'elle était déçue de perdre pour son association et on était quand même tous là pour nos associations respectives. Alors je suis très fière de vous, c'est bien le sens du partage, ça prouve bien que vous êtes des personnes exceptionnelles. Moi j'ai beaucoup de chance, c'est que j'ai pris ça comme un jeu parce que déjà je pense que pour moi la vie est un jeu. Quand on est dans les enchères en permanence, je joue. Donc ça m'a juste conforté dans la vie de savoir que je pensais que je ne pourrais plus avoir d'amis. Eh bien si, dans la bande des traîtres, vous êtes quand même assez nombreux à ce qu'on se parle, à ce qu'on se revoit et j'ai bien l'intention que c'est pas parce que les traîtres c'est terminé, qu'on va arrêter de se voir. Je l'ai su le lendemain, après les tournages. Ça a été très compliqué dans ma tête au début de me dire waouh. En fait, j'y croyais pas du tout. Je me dis, elle est traître, mais c'est pas possible. Même en me le disant, j'y croyais quand même pas. Donc honnêtement, et ça, c'est vraiment vrai, j'en ai parlé avec
plein de joueurs. Si j'étais resté dans le jeu encore 2 semaines, 3 semaines, si le jeu avait duré même 2 mois, jamais, au grand jamais, j'aurais pensé que t'étais traître, vraiment jamais. Parce que je pense que t'as été une joueuse hors pair, t'as été une très très bonne joueuse. Et voilà, et je pense que tous les joueurs pensent comme ça aussi. Après voilà, on est en colère, on est triste au niveau du jeu parce qu'on se dit, ben voilà, on a été éliminé, on a été trahi, etc. Mais moi, je trouve que le sentiment qu'on doit avoir, c'est waouh, chapeau bas, parce que franchement, je pense que t'as eu une pression psychologique énorme. Et moi, j'aurais pas su gérer cette pression-là. Je voulais être traître au début, mais après, quand j'ai vu la pression que c'est, même en tant que loyal, en fait, c'est horrible. C'est une pression qui est vraiment difficile à gérer. Donc franchement, moi, je te dis chapeau, et ça a été une expérience incroyable. Et je suis trop content que t'aies gagné le jeu parce que tu mérites, t'as très bien joué. Et concernant Andy, je pense que la réponse sera bien plus parlante si elle vient d'elle. Alors, je me rappelle, c'était juste après mon interview de fin, quand je suis en train de pleurer et de dire « Je sais pas qui c'est entre Jen et Nat », parce que bien évidemment, je ne pouvais même pas imaginer que ça puisse être toi. Et je vais rejoindre certains candidats. Toi, tu devais être en train de faire ton interview, je pense. Et j'arrive dans la salle et il y a Jen qui me demande si je veux savoir qui sont les traîtres. Et quand elle me dit ton nom... Franchement, j'ai refusé d'y croire. Je me disais, Juju, non, Juju c'est impossible, elle aurait jamais fait ça. Pas celle qui arrivait en tremblant le matin, qui faisait des listes de qui pourrait être traître, que Guillaume avait attaqué quand il s'est fait éliminer quand même, ce qui fait que j'avais plus aucun doute sur toi. Et quand j'ai réalisé que c'était vraiment toi, j'étais tellement énervée, mais tellement. Mais j'étais pas énervée contre toi en fait, j'étais énervée contre moi-même. J'étais énervée d'avoir fait confiance dans ce jeu, alors que c'est la base quand même de ne pas faire confiance dans un jeu qui s'appelle les traîtres. Et j'étais déçue. J'étais déçue parce que je me disais qu'on s'était tellement rapprochés sur les derniers jours que je me suis dit, bah c'était tout faux en fait. Elle s'est servie de toi, donc non seulement tu t'es fait têche par tes 2 alliés du jeu, mais en plus de ça, bah Juju était vraiment pas ta pote. Donc voilà, c'était un petit peu difficile à accepter. Puis tu m'as écrit 2 jours après pour t'excuser, tout m'expliquer, et je me suis mise à ta place en fait. À ce moment-là, je me suis vraiment mise à ta place. Je me suis dit que ça avait dû être horrible et extrêmement difficile de faire tout ça. Et c'est d'ailleurs pour cette raison pour laquelle je voulais être loyale et surtout pas traître, parce que j'aurais jamais pu faire tout ça, mentir, trahir à contre-cœur, j'aurais jamais pu. Et t'as réussi et t'as fait une excellente partie, donc j'en profite encore pour te dire bravo. Et franchement, on n'y a vu que du feu. Et j'ai aussi, surtout, été très contente de voir que même une fois que le jeu était terminé, bah t'étais restée la même envers moi, ce qui m'a montré que t'avais pas été fausse dans notre relation. Et c'est ce qui m'a vraiment fait plaisir. Quelques-uns m'ont demandé aussi, après la finale, si Jen et Nat m'en ont voulu. Écoutez, je vous propose d'écouter quelques petits messages. Lorsque j'apprends que Juju est traître, j'hallucine, j'ai l'impression que c'est une blague. Parce que pour moi, elle n'a pas le physique de l'emploi. Alors non pas que les autres traîtres l'ont, mais Juju c'était la douceur incarnée avec ses petites bouclettes. Pour moi c'était un bébé qui ne peut pas avoir mis KO ses 17 adultes autour d'elle. Donc c'est vrai que je n'y crois pas et finalement je ressens instantanément énormément de soulagement. C'est-à-dire que Juju gagne, ça a été pour moi presque une victoire parce que c'est un membre des Totally Spies malgré tout et elle le mérite tellement parce que en quelques secondes le déroulé de l'aventure se fait dans ma tête et je me rends compte tout ce par quoi elle est passée et je suis extrêmement fière d'elle. Je me dis waouh, elle a réussi à faire tout ça sans broncher, sans vaciller. Enfin c'est ce que je pense. Après voilà, j'ai appris que les traîtres ont vraiment été unis entre eux, qu'ils l'ont boosté plus d'une fois. Avec Juju, nous nous ressemblons énormément. Nous avons une sensibilité qui est exacerbée et nous vivions les mêmes choses, mais pas pour les mêmes raisons. Le matin, quand on se retrouvait, on se disait qu'on avait mal dormi, on tremblait tout le temps, on pleurait souvent, parce que voilà, nous sommes des humains avec une sensibilité plus. Et quand elle l'avoue, en fait, ça désamorce tout ce que je ressens en moi. Toute la colère, toute la tristesse, tout le stress, parce que je n'en pouvais plus, moi, à cette table finale, j'étais très en colère d'y être. En fait, je ne supportais plus qu'on se tape dessus. Pour résumer, lorsque Juju nous apprend qu'elle est traître, pour moi, c'est une énorme blague et instantanément, je me sens soulagée parce que je sais que le jeu est fini et que c'est une personne méritante qui a tout donné, qui a gagné et qui se bat en plus pour une super belle association. Une association qui ressemble beaucoup à la mienne, donc à ce moment-là, je me sens extrêmement heureuse et ça se voit, je vais directement la prendre dans mes bras, je lui fais des bisous, je la rassure et soulagée que ce jeu infernal soit fini. C'est vrai qu'avant d'arriver à cette table ronde, avec mon fils, on visait Juju, Andy, c'était nos têtes de turc qu'on voulait abattre. Sauf que Juju avait la dague, donc on devait faire attention de pas trop la vexer pour pas qu'elle mette la dague contre nous. C'est vrai que je sais pas comment elle a fait ma Juju, mais après j'ai cru que vraiment elle était pas traître, quoi. Elle a tellement un visage d'ange, notre Juju, et elle a tellement pleuré aussi, elle est tellement sincère dans tout ce qu'elle fait, et en fin de compte elle pleurait aussi parce que ça lui faisait du mal de mentir par rapport à nous, parce que
on a créé vraiment des liens d'amitié. Donc ça a été extrêmement difficile pour Juju. Et c'est vrai qu'à la fin, en plus, je faisais des gros yeux pour qu'elle vote pour Norbert à la fin, et Norbert qui était traître. Donc je me suis dit que c'est bon, en fin de compte, elle est pas traître. Mais quand j'ai appris qu'elle était traître, aïe, 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 j'ai dit non, Juju, c'est pas possible. Mais franchement, bravo à Juju parce que elle a vraiment, mais vraiment, été exceptionnelle. Elle le mérite. Et en plus, ce qui est génial et ce qui est très fort et qui me touche énormément, c'est qu'elle a partagé la somme pour 2 autres associations. Donc, il y a 3 associations qui ont pu bénéficier de cet argent. Donc, je suis ravie. Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent est-ce que les joueurs, on a gardé des contacts? Alors, évidemment que les joueurs, nous avons gardé des contacts les uns avec les autres. Forcément, il y a des affinités qui sont plus ou moins importantes entre certains joueurs. C'est normal parce qu'on a tous plus ou moins lié des liens forts, etc. en fonction de nos parcours de vie, en fonction de ce qu'on a partagé pendant le jeu, du temps aussi pendant lequel on est resté dans le jeu. Mais on a déjà eu pas mal l'occasion de se revoir parce que du coup, on s'était revus chez Nathalie. C'était quelques mois après le tournage. On s'est revus également pendant la conférence de presse des traîtres où on a rencontré pas mal de journalistes. On a vu le premier épisode et ça nous a permis à nouveau de repasser du temps ensemble. On s'est revus également quand Andy, elle est venue manger dans le sud au restaurant avec Bibs et moi. Donc pour vous dire les gars et confirmer qu'elle ne m'en veut plus. On s'est revus également avec Jen quand on a été voir Eric Antoine en spectacle. On s'est revus aussi pour la diffusion des épisodes avec certains candidats, que ce soit pour les épisodes pendant le jeu, mais également pour la finale. Donc oui, on a gardé contact, on a des groupes WhatsApp sur lesquels on échange et forcément, la diffusion étant terminée, on s'est dit que ce serait chouette si on réussissait de temps en temps à envoyer un petit message sur le groupe WhatsApp pour être sûr que tout le monde va bien, pour savoir un petit peu les projets de chacun, essayer de temps en temps de se faire un petit week-end ou un petit repas avec le plus de personnes dispo et tout. Forcément, on sait très bien que c'est comme tout, c'est comme quand tu vas en colonie de vacances quand t'es enfant, tu passes des super moments avec tes potes et puis le temps passe et chacun fait sa vie, son boulot et forcément les gens s'éloignent un petit peu. Mais voilà, je sais qu'on va tous essayer de faire notre maximum pour garder contact, en tout cas pour ceux qui se sentent le plus proches les uns des autres. Et puis après, on verra comment ça se passe au fur et à mesure. Le temps nous le dira. Ma plus belle rencontre de l'émission, franchement les gars, c'est très dur comme question. J'ai pas mal parlé de Vincent Dezania un petit peu plus tôt dans la vidéo. Pas mal plus tôt parce que cette vidéo est assez longue, je vous l'accorde. Vous l'avez compris, Vincent, ça a été une très belle rencontre, mais des belles rencontres, j'en ai eu plein. C'est dur vraiment de dire qu'il y en a une en particulier qui ressort parce que, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les relations dans la vie. Chaque relation, chaque rencontre t'apporte quelque chose de différent. Quelque chose qui te fait grandir, qui te fait réfléchir, qui peut te changer, qui peut te faire évoluer, enfin bref. Et c'est vrai que en belle rencontre, je veux dire, il y a eu Andy et Jen, par exemple, où vraiment il y a un lien d'amitié qui s'est créé de façon hyper naturelle, hyper spontanée, genre même presque inexplicable. Et je pense que c'est lié majoritairement à tout ce qu'on partageait en off. Et du coup, oui, forcément, bien sûr que ça m'a servi dans le jeu, bien sûr que ça m'a servi pour avancer. C'est vraiment lié à tout ce qu'on partageait, à tout ce qu'on se racontait sur nos vies privées, sur ce qu'on est, sur qui nous sommes en fait tout simplement. Et ouais, ça a été une amitié qui s'est faite de façon hyper naturelle, hyper spontanée. Et c'est des très belles personnes, Nathalie et Tom, qui sont vraiment des gens, mais la gentillesse incarnée, le cœur sur la main. Enfin, vraiment Nathalie et Tom, cœur sur vous les gars. Norbert, mais c'est, je pense autant pour moi que pour le téléspectateur, c'est une révélation. Norbert, je le connaissais déjà d'avant, mais Norbert, comme je vous l'ai dit, c'est le plus loyal de tous les traîtres. C'est vraiment une personne qui, quand il te dit quelque chose, va au bout des choses et ne change pas de ligne directive. C'est vraiment quelqu'un sur qui tu peux compter. Moi, il me l'a prouvé maintes et maintes fois dans l'émission et j'adore. J'adore Norbert, c'est un caractère que j'adore. C'est quelqu'un aussi qui a pas la langue dans sa poche et moi, j'aime beaucoup les gens comme ça. Caro est très comme ça aussi. Caro est une femme pleine de caractère et j'adore ce genre de personnalité. C'est des personnalités qui, pour certaines personnes, peuvent être déroutantes, mais moi, j'adore. Moi, je trouve que c'est des personnes sincères, c'est des personnes vraies et c'est tout ce que j'aime. Natacha, ça a été une super rencontre aussi parce que quand j'avais 15 ans et que j'écoutais ses chansons à fond dans la voiture avec ma maman, qu'on chantait comme des oufs. Et en fait, toutes les rencontres ont été super. Forcément, il y a des joueurs aussi qui sont partis plus tôt, donc c'est plus dur de nouer des liens avec des joueurs qui partent plus tôt, comme un Claude ou comme un Kyron, qui sont des joueurs avec lesquels j'aurais adoré passer plus de temps, apprendre à mieux connaître, etc. Mais voilà, dans la globalité, c'est plein de rencontres très différentes qui m'ont apporté différemment les unes des autres. Et comme je vous disais, j'espère qu'on réussira à entretenir un peu ce lien particulier qui nous unit parce que M6 et surtout Mathieu de Studio 89 a vraiment réussi en fait à créer une famille avec des gens genre d'univers tous plus différents les uns que les autres qui sur le papier n'ont rien en commun et qui pourtant se retrouvent dans tout un tas de choses. Ouais, ils ont créé une genre de colonie de vacances, c'est Jen qui adorait dire ça. Clairement, on signerait tous pour se retrouver à nouveau, tous ensemble, dans ce jeu, juste pour être ensemble en fait. Même pas forcément pour refaire la partie et pour que tout se repasse comme ça s'est passé ni quoi que ce soit, mais genre juste se retrouver
retrouver et c'est un truc assez ouf qu'on se disait, c'est qu'on a tellement créé un lien particulier, une proximité particulière pendant cette aventure qu'en fait on est proches sans être proches et sans se connaître vraiment, en mode on est hyper tactiles les uns avec les autres, hyper câlins, hyper liés, on se sent hyper soudés par un lien très particulier et en même temps on est là mais il y a tellement de choses encore qu'on ignore les uns sur les autres et c'est hyper déstabilisant et ça s'explique pas. En fait je pense qu'il y a que quand tu vis une aventure comme ça que tu peux ressentir ce genre de choses. Certains me demandent est-ce que je referais l'émission si un jour on me proposait de la refaire. Pour les quelques-uns d'entre vous qui se demandent, et c'est vraiment adorable de votre part, oui, ça va beaucoup mieux depuis la sortie de l'émission. Évidemment, ça a été long, ça a été du travail, ça a été compliqué. Je suis passée par pas mal de phases. J'ai eu la chance d'avoir David Douillet au téléphone, le gagnant de l'année dernière, et sa femme, qui m'ont donné beaucoup de clés pour réussir à passer à travers tout ça, parce que quand on sort de ce genre de jeu, on n'en sort pas indemne. Il faut trouver des personnes sur lesquelles s'épauler. Donc ouais, ça a été difficile. Il n'y a pas une semaine où je pense pas au jeu depuis qu'on est sorti. La rediffusion, forcément, a remué beaucoup de choses chez tous les joueurs, je pense d'ailleurs, moi la première. Donc pas peu soulagée que ça y est, ce soit derrière nous, le tournage, les conférences de presse, la diffusion. À mon avis, ça fera encore parler un petit peu de jours ou quelques semaines et puis il y aura une autre émission qui prendra la suite et puis la vie continue comme toujours. Dans tous les cas, je suis très fière d'avoir pu gagner pour mon association Les Amis du Bercail, très fière d'avoir pu partager avec Norbert pour son association Rêve et avec Charlotte pour Amour. Franchement, très fière de mon équipe. Merci à eux de m'avoir autant épaulé, autant soutenu. On a fait une très belle partie. Je remercie, je fais un énorme bisou à tous les candidats de cette saison parce que vraiment on a fait une team, une colo de vacances les gars, incroyable. On a fait une partie mais dantesque. Merci évidemment à Eric Antoine, notre animateur préféré qui, je le dis, est encore plus génial en off qu'en in. Bon, en in il est incroyable mais alors en off c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui est de bons conseils, qui nous a beaucoup épaulé aussi en tant que candidat et en tant que traître et c'était très agréable de pouvoir compter sur quelqu'un comme lui. Merci à Studio 89, je pense beaucoup à Mathieu et à Nono. Nono, si tu passes par là je te fais des énormes bisous. Nono c'est Noémie et Dieu sait à quel point heureusement qu'elle a été là pour moi, gros cœur sur toi et j'espère vraiment repartager des moments avec toi. Merci à toutes nos nounous aussi qui ont été des amours et qui nous ont surveillés d'une main de maître. Merci à toute la prod, à toute l'équipe d'M6, à tout le monde. Franchement, c'était une expérience incroyable de mon côté. J'espère vraiment avoir diverti et animé votre été. Merci à vous tous d'ailleurs de m'avoir soutenu tout au long de cette émission. Merci d'avoir su lire en moi, lire en ce que j'étais, en ce que je ressentais, d'avoir vu la sincérité à travers tout ce que le jeu m'a demandé de faire. Je pouvais pas rêver mieux. Vous avez été 99% d'entre vous à avoir des mots tellement bienveillants à mon égard et merci pour ça, merci pour tout. J'espère pouvoir continuer de vous compter parmi les petits chats. J'espère vous avoir rendu fiers et pas trop déçus. Et bienvenue au nouveau et que l'aventure continue. Il me tarde de voir ce que l'avenir nous réserve.